Donc la première chose à faire quand on ouvre un logiciel, quel qu'il soit, donc ici c'est Blender, mais ça pourrait être dans Photoshop, Illustrator, etc. C'est toujours une bonne chose d'aller voir dans les préférences, donc dans notre cas c'est dans Edit, préférences, et de régler certaines petites choses qui peuvent être intéressantes. Alors on a par exemple la possibilité de régler, ici je vois le fait que dans le status bar, donc c'est la ligne qui se trouve ici en dessous, bon c'est un peu caché par mon image là maintenant, mais vous avez différentes informations concernant notamment les éléments qui sont dans votre scène. Et donc vous avez scène statistique, etc. La mémoire de votre machine, la mémoire vidéo quand vous avez une carte graphique avec une accélération 3D et de la mémoire vidéo. Et éventuellement aussi la version de Blender. Des fois ça peut être utile de se rappeler sur quelle version on travaille. Vous avez aussi la possibilité de changer la langue, donc moi je vais rester en anglais, donc toutes mes explications seront par rapport à la version en anglais. Si vous voulez changer ça en français, c'est votre problème, mais c'est vous qui faites la traduction de ce que je raconte par rapport à votre interface. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens de changer de langue, enfin vous pourriez prendre n'importe quoi, hein, du coréen ou même de l'hébreu, du hindi, enfin ce que vous voulez, mais après, moi mon explication est par rapport à la version anglaise, la version internationale, parce que dans l'absolu, en 3D, on travaille toujours dans cette version-là, c'est pas de l'anglais compliqué, et c'est pas des choses qui vont nous empêcher de travailler facilement, même si vous n'êtes pas super bilingue. Alors, les thèmes, vous pourriez vous amuser à changer les couleurs de l'interface, je ne vous le conseille pas parce que vous en seriez vite dégoûté. Au niveau du viewport, vous avez aussi des options qui vous permettent de voir ici par exemple la taille des gizmos. Le gizmo, c'est quand je sélectionne un objet ici, voilà, ceci, donc c'est un gizmo pour le déplacement. Alors, je vais reprendre mes préférences. Vous avez d'autres options par rapport aux lampes, par rapport ici à l'édition de différentes choses. On ne va pas trop toucher à ça, on n'en a pas vraiment besoin. Par contre, il y a 2-3 endroits où on va pouvoir agir. Les add-ons, on les activera au fur et à mesure de ce qu'on a besoin. Pour activer, il suffit de cocher dans la case qui est là. Donc un add-on, ce sont des fonctions qui sont non activées et qu'on peut réactiver, ou on peut même en installer de nouvelles qui ne sont pas dans le logiciel, sont comme des plugins, si ça vous parle. Dans Input, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de cocher le Emulate Numpad. Donc ça, en gros, ça va vous permettre d'utiliser les chiffres qui sont au-dessus de votre clavier, au-dessus des lettres sur votre clavier. Si vous n'avez pas un clavier numérique sur le côté, à droite, sur votre clavier, vous pouvez, avec cette option activée, utiliser les chiffres à la place. Ça peut être intéressant parce que souvent on l'utilise. Et comme la plupart du temps, quand vous travaillez, enfin je parle pour les droitiers, vous avez votre main gauche sur le clavier, votre main droite sur la souris, eh bien vous allez avoir plus facile d'aller chercher les chiffres dans la ligne du dessus que d'avoir la main qui doit chaque fois aller chercher le clavier numérique au bout du clavier. Au bout de la journée, vous auriez une épaule en petits morceaux. Au niveau de la navigation, c'est bien de laisser Turntable, Trackball, ça vous fait tourner autour de l'objet. C'est pratique quand on fait de la sculpture 3D, on ne va pas en faire, donc laissons ça par défaut. Au niveau de la gravité, vous pourriez aussi commencer à jouer sur des paramètres, mais ne le faisons pas. Keymap, ça vous permet de changer éventuellement la manière dont vous allez pouvoir interagir avec le logiciel. Est-ce que vous voulez sélectionner les objets avec le clic droit? C'est comme ça qu'on faisait avant dans Blender, il y a longtemps. Mais donc sinon, en général, tous les logiciels font par le clic gauche, donc laissez ça par défaut. Vous pouvez aussi changer des shortkeys, enfin, mais c'est pas non plus une très bonne idée de commencer à faire des changements là-dedans, parce que toutes les explications que vous allez pouvoir trouver ou que je vais vous donner vont être en fonction de l'application standard des raccourcis clavier. Dans le système, par contre, ça peut être intéressant si vous avez une carte NVIDIA d'activer le CUDA, si vous avez une carte AMD d'activer l'OpenCL. Alors si vous n'avez pas de carte graphique dédiée, peut-être que vous pouvez quand même activer le CUDA dans votre processeur, si c'est un processeur Intel, ou si c'est un processeur AMD, vous pouvez peut-être jouer sur l'OpenCL, enfin à voir.
Donc l'idée, c'est que ça vous permet d'accélérer le calcul des images. Vous allez voir que quand on fait de la 3D, qu'on doit calculer une image, ça prend du temps et qu'il y a moyen de gagner du temps en jouant sur des facilités, comme par exemple le calcul sur la carte graphique. Au niveau du save, voilà, enfin ici vous avez surtout moyen d'activer l'autosave, et ça c'est très très bien parce que vous allez sans doute avoir à un moment donné ou l'autre le risque d'avoir perdu une scène parce que ça a planté ou quoi. L'autosave vous permet de récupérer votre travail parce que forcément vous n'aurez pas sauvé votre travail régulièrement. Et les fichiers, etc., ça on n'en a pas besoin spécialement pour nous, on peut laisser ça par défaut, donc voilà. Donc on a différents paramètres sur lesquels on peut agir. On va surtout revenir de temps en temps sur ce add-on pour activer certains outils qui nous seront toujours bien utiles, mais qui ne sont pas activés par défaut. En 3D, les objets ont deux niveaux, un niveau objet et un niveau sous-objet. Donc autrement dit, ils sont soit manipulables dans le niveau supérieur, et on peut faire différentes opérations à ce niveau-là, soit on peut les éditer, on peut les transformer dans le niveau inférieur. On rentre dans leur structure et on modifie la manière dont ils sont construits. Donc si je viens ici dans ce menu, j'ai l'Object Mode et l'Edit Mode qui correspondent au mode supérieur et mode inférieur, si on veut. Mode sous-objet, mode objet. Donc si je veux passer de l'un à l'autre, donc je peux le faire par le menu qui se trouve ici, ou utiliser la touche Tab. Donc pour ceux qui ne savent pas, la touche Tab, c'est la grosse touche qui se trouve en haut, à gauche, juste en dessous des chiffres. Ok, donc si j'appuie sur ce Tab, donc je suis en mode Edit Mode, donc sous-objet. Et là, j'ai accès aux points, aux lignes et aux faces. Donc si je maintiens le majuscule enfoncé, je peux faire en sorte d'activer les trois filtres en même temps, ou je peux activer un filtre à la fois, simplement en cliquant dessus. Et donc je peux sélectionner en fonction du filtre activé, soit les points, les edges, les faces, ou les trois. Donc voilà, une edge, une face, un point, etc. Et l'ayant sélectionné, je peux le modifier, et en faisant cela, je modifie la forme de mon objet. Donc ici, ce n'est plus tout à fait un cube, puisque je viens de modifier son point. Et si je fais ça de chaque côté, voilà, je vais avoir une forme un peu différente. Ici, on voit, elle est coupée en deux sans vraiment l'être, parce qu'ici, on voit toujours une surface. Donc ça, c'est un des trucs de la 3D, c'est quelquefois, on est face à des géométries, pas impossibles, mais suivant la manière dont vous avez travaillé, qui risquent d'avoir des défauts ou des artefacts, et on verra comment éviter ce genre de problème. Bien, donc un objet en 3D principalement, dans le cas qui va nous occuper, sera en polygone, donc ce sont des faces, des points, des edges, mais il existe d'autres types d'objets. Si je prends par exemple ici des surfaces, des NURBS, si je prends une sphère NURBS, voilà, donc c'est un autre type d'objet. Si je me débarrasse de ce cube et que je prends une sphère, une UV sphère qui elle est une sphère en polygone, on voit la différence entre les deux. Celle-ci, elle est facettée. Celle-là, elle n'est pas du tout facettée, elle a l'air bien lisse. Par contre, quand je rentre en mode sous-objet, ici, ben, j'ai accès à tous les points, tous les edges, toutes les faces qui composent cet objet. Dans le cas de ma sphère NURBS, quand je rentre en sous-objet, j'ai accès à un truc un peu bizarre, c'est en fait des points de contrôle qui définissent comment la surface se comporte. Et donc vous voyez que ici je peux modifier en fait des zones de surface. Je ne peux pas exactement modifier une surface comme je le ferai dans le cas ici. Si je prends ce point-là, que je l'enlève, ben voilà, je modifie uniquement cette surface-là. Ici, quand je monte un point, je vais modifier toute une zone, je vais avoir une zone d'influence par rapport à ce point. Donc c'est une des grandes différences entre les deux. Ce genre d'objet qu'on ne va pas utiliser dans le cadre de nos exercices est plutôt réservé à tout ce qui est construction automobile, enfin définition d'objets pour la CAD, pour la création de bijoux, de choses comme ça. Enfin bref, c'est utilisé dans un tas d'industries. C'est pas vraiment la force de Blender, donc on va oublier ces NURBS. C'était juste pour vous montrer que ça existait. Et on va se concentrer sur les polygones.
Alors, vous aurez remarqué que quand je suis en mode sous-objet, si j'ai un autre objet, alors je vais prendre un autre objet, voilà, donc c'est une icosphère, c'est une autre forme de sphère. Si je suis en mode sous-objet sur un objet, je ne peux pas sélectionner un autre objet. Je suis à l'intérieur de cet objet-là, je ne peux pas aller sélectionner un autre objet qui se trouve au niveau supérieur. Je suis dans le niveau inférieur. Il faut que je remonte à la surface pour dire de maintenant pouvoir sélectionner et rentrer dans cet objet-là. Donc, deux niveaux, mode objet, mode sous-objet. C'est un concept de base. Une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà compris la moitié de ce qu'il faut comprendre en 3D. Alors, ces objets facettés, on peut faire en sorte qu'ils ne soient plus aussi facettés. Si je prends un Shade Smooth, donc je vais le sélectionner et je vais activer le Shade Smooth. Et là, on voit que on retrouve quelque chose d'assez lisse. Quoique, quand on se rapproche, on sent bien que c'est pas si lisse que ça. Et donc, on a des trucs qui nous permettent de quand même faire en sorte que ce soit lisse, même si au départ, ça ne l'est pas tant que ça. En fait, l'idée, c'est que pour que ce soit plus lisse, il faudrait avoir beaucoup plus de polygones, beaucoup plus de petites faces qui finalement sont tellement petites qu'on a l'impression que notre surface est lisse. Mais alors, on se retrouvera avec trop de faces à gérer et ce n'est pas toujours facile. Donc, on utilise un truc. Ce truc s'appelle la subdivision de surface. Ça nous permet d'avoir un résultat qui donne l'impression d'être complètement lisse tout en ayant assez peu de polygones à gérer. Donc, pour fonctionner avec cette subdivision de surface, je vais prendre le cas d'un cube, c'est très symptomatique le cube par rapport à ça. Si je lui applique une subdivision de surface, donc c'est un modifieur, je vais dans ses propriétés, dans la petite clé bleue, et je vais lui donner une subdivision de surface, ce cube devient une sphère. Donc ce cube devient une sphère. Pourquoi est-ce que ce cube devient une sphère? Parce qu'en fait, il y a une formule qui est appliquée, donc la formule Catmull-Clark, qui fait en sorte que ce cube soit arrondi de cette manière-là. Si j'augmente le niveau de subdivision, passer à 2, on voit que ça devient de plus en plus une sphère. Si je viens dans ma vue orthographique, donc là j'ai tapé 1 sur le clavier numérique, vue orthographique ou vue perspective, donc si je viens ici cliquer sur la petite boule verte, c'est pareil, je vais me retrouver dans la vue front orthographique. Et donc je vois ici que j'ai quelque chose qui n'est pas super hyper rond, mais assez bien. Si je passe en mode sous-objet, donc je vais faire tabulation, on voit que la structure de mon cube est toujours là, parce qu'en fait, mon modifieur n'a pas été appliqué. Il existe, il est là, il est mis sur l'objet, mais ce qui me montre, c'est une preview. Si je viens ici dans le menu et que je fais Apply, il faut que je sois en mode objet pour que ça fonctionne. Si je mets Apply, eh bien, je n'aurai plus accès à sa structure de cube, ce sera devenu effectivement une sphère. Pourquoi est-ce que ça devient une sphère? Parce qu'en fait, cet algorithme, il vient regarder la longueur de ce edge-là. Il regarde, alors je me remets dans ma vue, il regarde la longueur de ce edge-là, il regarde la longueur de ce edge-ci, il prend la moitié et il trace une courbe entre les deux. Donc en fait ici, si je prends là où est ma ligne bleue, c'est la moitié de mon edge là-bas, et ici c'est la moitié de l'edge, la ligne rouge, et il trace une courbe entre les deux. Et il fait ça de tous les côtés. Comme j'ai un cube, 6 faces, eh ben, il va me le faire de tous les côtés, et si je fais un cercle sur chaque face d'un cube, et que je projette ce cercle, au final, j'ai une sphère. C'est de la mathématique appliquée, donc voilà. Si vous avez vu Interstellar, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, donc j'ai ce cube qui en fait est devenu une sphère à cause de cet algorithme. Si maintenant je triche, que je raccourcis la longueur de cet edge, donc je vais faire un CTRL R et je vais me placer ma souris sur un des edges, et donc là il me rajoute une division. Donc je vais cliquer gauche, bouger ma souris et on voit qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe en fait, c'est que je suis en train de lui donner d'autres données pour calculer sa courbe. Maintenant, ce edge-là, donc ce edge et celui-ci, qu'on appelle des edges adjacents, ils forment 90 degrés. Donc ces deux edges-ci, ils ont des longueurs différentes, et donc la courbe va être différente. Si je fais pareil dans l'autre sens, CTRL R, voilà ici, hop, je resserre,
enfin j'aime bien dire que je pince les polygones, et donc je vais ici avoir des longueurs différentes. Alors en maintenant le Alt enfoncé et en cliquant, alors je vais me mettre sur les edges, le Alt enfoncé et en cliquant sur un edge, je vais sélectionner la ceinture d'edge, et donc là je vais pouvoir la redéplacer, et donc on voit ici que la courbe varie en fonction de la longueur de l'edge. C'est parce que cet algorithme fonctionne comme ça. Et donc en faisant ça, et en faisant ça de tous les côtés, ça me permet de retrouver un cube, mais avec des coins arrondis. Et ce cube avec des coins arrondis ressemble un peu plus au type de cube qu'on pourrait rencontrer dans la réalité. Par défaut, le cube qu'on a en 3D, c'est un cube parfait. C'est de la mathématique absolue. On a des angles de 90 degrés, vraiment super parfaits à la seconde près. Tandis que ici, seconde, pour ceux qui ne sont pas très matheux, c'est une manière de découper les angles. Donc si je change encore, que je resserre encore un peu, donc chaque fois j'appuie sur Add pour prendre la ceinture de Edge, voilà, et bien on voit que maintenant je retrouve en objet un cube. Et si je me prends un cube par défaut, voilà, on voit que entre les deux cubes, il y en a un qui paraît un peu plus sympa. Enfin, en général, c'est celui-là. Bon, si vous avez un esprit retors, vous allez trouver que pas, mais bon, ça vous concerne. Mais dans l'absolu, l'œil humain est plus habitué à ce genre de choses qu'à ce genre de choses-là. Parce que dans la réalité, ça n'existe pas. On n'a pas des angles aussi parfaits. La ligne droite, dans la réalité, n'existe pas. Une ligne droite, elle est toujours faite de petites imperfections. Donc, aussi précis qu'on puisse être, au micron près, il y a toujours des imperfections, et notre œil les voit. On n'est pas conscient de ça, mais on les voit. Et donc, pour imiter cette imperfection, on utilise ce genre de solution. On va utiliser la subdivision de surface. Ça nous permet aussi de gérer les formes plus arrondies, les formes plus organiques, comme un visage humain par exemple. Eh bien, on va le faire en polygone, ce sera des facettes, mais en ajoutant la subdivision de surface, on va donner l'illusion que c'est lisse.